C'est un nouveau format biblio qu'on enregistre aujourd'hui avec Valentin. Alors aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi le livre et je vais parler du livre French Theory de François Cusset. C'est un livre qui a été publié initialement en 2003 aux éditions La Découverte et puis réédité en 2005. Et moi, j'ai l'édition de 2005, donc la deuxième. Donc French Theory, le sous-titre du livre, c'est Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis. Puis c'est marrant, il y a une petite mosaïque de photos de détails, et de moins détails d'ailleurs, de l'anatomie, si je puis dire, justement de Derrida, Foucault, Deleuze et Baudrillard sur la couverture. Voilà, alors. Je crois que le livre est tiré de ses travaux de thèse à François Cusset, qui est un universitaire français. Ce que Cusset fait, c'est il essaie de retracer en fait l'histoire du succès, si on peut dire, enfin on peut dire c'est clair, du succès qu'ont rencontré ces auteurs français-là dans les milieux intellectuels américains dans les années, on va dire, 60 à 80. Enfin, leur influence s'étend depuis lors, hein, on aura l'occasion d'en reparler, mais disons que vraiment l'âge d'or de l'importation, en tout cas, ça a été surtout dans les années 70, et puis ça avait déjà un peu commencé précédemment, et puis ça s'est étendu au-delà par la suite. Donc les auteurs en question, ben, j'ai déjà donné les noms, mais pour les répéter, donc il y a Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze et Félix Guattari. C'est difficile de citer l'un sans l'autre. Jean Baudrillard, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard éventuellement, et puis un certain nombre d'auteurs souvent associés, aussi bien par les gens qui en fait les ont lus et appréciés que par les gens qui les ont beaucoup moins appréciés. Voilà. Alors, donc, il retrace cette histoire intellectuelle-là du succès, en fait, de ces auteurs français, de leur popularité, en fait, dans les milieux intellectuels et culturels, on va dire, américains, qui vont vraiment du milieu académique à proprement parler, des professeurs d'université, enfin, en passant par les étudiants militants, les mouvements militants purs hein, qui existent en dehors des universités, également les milieux, disons, artistiques, voilà, tout ce qu'on peut appeler le domaine intellectuel et culturel. Donc ces auteurs, comme pas mal de gens le savent maintenant, ouais, ont été bien appréciés. Leurs thèses et leurs travaux ont été bien appréciés. Donc, et Cusset donc, essaie voilà, de rentrer plus dans le détail de cette analyse, d'aller au-delà de ce simple constat, on va dire, basique et général. Et lui, il faut savoir que je pense qu'il est entièrement juste, enfin, c'est pas une injustice à ses positions, euh, que de dire qu'il est plutôt favorable. Déjà, il est plutôt, il aime bien, on peut dire, les travaux des Foucault, Derrida et compagnie. Il trouve aussi plutôt cool dans l'ensemble et plutôt très nécessaire la plupart, enfin la plupart en tout cas, l'ambition générale quoi, des travaux intellectuels militants qui visent à remettre en question ce qui est vu comme certaines structures de pouvoir injustes qui oppriment, qui structurent et assurent la continuation et la reproduction, n'est-ce pas, des inégalités. Donc, lui est plutôt favorable à tout ça, mais avec une certaine prudence
enfin une certaine prudence, disons, avec quand même une certaine capacité à garder un certain recul dans la vision. Il n'est pas, c'est pas juste un fanboy Mm. bête et méchant, si je puis dire, quoi. Euh, donc c'est intéressant d'avoir la vision de quelqu'un qui est pas du tout la même opinion qu'un Sokal ou qu'un Helen Absolument, oui. Pluckrose, par exemple, sur ces phénomènes-là. Mais à mon avis, dans les grandes lignes, il donne quand même une histoire intellectuelle qui est tout à fait compatible avec celles qui ont été données par les bons critiques, en tout cas, Mhm. de cette filiation post-structuralisme, post-modernisme, French Theory, puis social justice, et puis vraiment, et puis au passage, cultural studies et ce genre de choses-là. Euh, une vision plutôt, ouais, plutôt compatible, en fait, on va dire, l'histoire, ouais, Quand tu veux dire l'histoire, il donne une histoire compatible avec ces théories-là, tu veux dire Hmm. tu veux dire qu'il est partial dans l'histoire en fait qu'il décrit de cette appropriation Ouais. par les Je, Américains de la je, French Theory? je sais pas s'il est partial, hein. Bon, moi, je suis pas enfin, je me suis beaucoup intéressé à ces questions, mais je pense que, vu quand même le foisonnement de Mm. détails qu'il donne, je peux pas me prétendre plus informé que lui il l'est. Après, peut-être que je pourrais prétendre après, être moins biaisé que lui, ça, je sais pas, mais enfin, je pense quand même que ce qu'il dit est dans l'ensemble assez sérieux et c'est quand même bien documenté. Et ce que je veux dire quand il dit qu'il donne la même histoire, c'est histoire vraiment au sens pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il retrace les mêmes étapes avec, on va dire, l'émergence d'un certain nombre d'auteurs français à partir déjà de la fin des années 50 puis années 60. Euh, des gens qui ont étudié en fait la philosophie à Paris pour la plupart, à l'École normale supérieure, notamment Derrida et les autres, et qui se retrouvent souvent décrits sous le terme de structuraliste. Et c'est quelque chose qui reste complètement inconnu pendant un temps aux États-Unis. Et puis après, ça commence à s'y diffuser, quoi. Et puis, ces œuvres-là qui sont en fait souvent très difficiles à aborder, enfin, en particulier Derrida, pas seulement, hein, mais souvent quand même pour le profane, c'est des textes qui semblent essentiellement dépourvus de sens. Mm. Après, quand on fait l'effort, on peut voir que c'est pas forcément le cas, même si c'est subtil quand même, parce que bon, après, Ouais. quand on fait l'effort de comprendre, souvent on se rend compte, c'est ce que disait Sokal Erikman, que ce qui est vraiment entendu, soit c'est trivial, soit c'est faux, ou alors on peut rester dans l'incapacité d'en comprendre quelque chose. J'ai pas lu Derrida et compagnie, mais j'ai Hmm. commencé à lire Jean-Paul Sartre et Ouais. ça me donne la même impression en fait. Une fois que je creuse, que Hmm. j'essaie de comprendre, j'ai l'impression qu'il sort des truismes. Ben, ça me paraît pas du tout transcendant, quoi. Ouais, ouais. Il fait que c'est pas très attrayant à lire, quoi. Là, En tout cas pour moi. j'ai jamais lu, mais disons que ça me surprend pas outre mesure. Mm. Et donc, initialement, enfin, il y avait ce caractère qui a souvent été reproché par la suite, vraiment très abstru de ce texte-là, mais pour diverses raisons qui sera intéressant de creuser par la suite, il y a quand même eu une forte mobilisation, en fait, justement, de ce corpus français à des fins, disons, vraiment, qui sont vraiment là, du coup, à la charnière entre les fins intellectuelles et des fins militantes, avec un brouillement, je ne sais pas si c'est un terme français, mais une sorte de Ouais, je brouillage, sais pas. un brouillage, Ouais. un brouillage, je crois que c'est un vrai mot, en fait, de la distinction, pour le coup. Enfin, ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent. Voilà. Et alors, comme c'est un bouquin de 2003-2005,
il ne parle pas des derniers avatars de ce phénomène-là, qui Mhm. pour le coup ont été discutés notamment par Helen Pluckrose et James Lindsay dans Cynical Theories. Enfin, en français, ça a été traduit sous le triomphe des impostures intellectuelles. Intellectuel, ouais. Voilà. Mais donc, voilà, ça n'inclut pas ça. Mais bon, je pense que l'affiliation entre les cultural studies, les gender studies, African American studies, ouais, cultural studies, je l'ai déjà dit, etc. Et puis vraiment les pointes militantes contemporaines semblent quand même difficiles à contester. Bref, on pourra revenir dessus. Mais voilà les grandes lignes. Mais vraiment, l'étape d'importation pas seulement sur les campus, mais disons dans les milieux intellectuels et culturels américains, c'est celle-là qui occupe principalement François Cusset et qui l'examine en détail. Et il commence en fait le livre sur je sais pas comment il appelle ça, c'est pas le premier chapitre, c'est une introduction tout simplement, qui tourne autour de l'affaire Sokal en fait. Donc là, comme j'ai dit, la publication de la première édition du livre, c'est en 2003. Et on est encore quand même dans un contexte, pour les gens qui, qui s'intéressaient à ces sujets-là, bien sûr, hein, un contexte quand même de réverbération de l'affaire Sokal et puis du bouquin Posture Mhm. intellectuelle avec Bricmont. Donc, Pusset ouvre là-dessus pour un peu ancrer sa discussion. Lui ouais, ne voit pas l'affaire Sokal et le livre Imposture intellectuelle d'un très bon œil. C'est, mais moi, je pense que, en fait, c'est quand même l'occasion de rappeler un truc qui est souvent oublié. Et je pense aussi, non seulement par des adversaires de Sokal, que par des gens qui se croient partisans de Sokal, mais qui sont vraiment pas fut-fut, qui pensent que, en fait, l'affaire Sokal démontre que le postmodernisme, c'est n'importe quoi, ou ce genre tu Mhm. vois, d'affirmation complètement hors de propos et hors d'échelle, en fait. Euh, euh, En fait, Oui, parce on ne que vit pas. c'était même pas l'objet de Non. ce qu'on fait Sokal et Bricmont. En réalité, c'était de montrer certaines dérives, en fait. Mhm. Si j'ai bien compris, pas essayer de désavouer en intégralité Non, ce non. qui peut être produit par ailleurs. Ouais. Puis le canular non plus, quoi. Enfin, même s'il a testé, lui, Sokal disait clairement qu'il a testé à l'échelle locale, quoi. C'est-à-dire, il a testé est-ce que les éditeurs d'une revue en sciences humaines allaient accepter de publier mon texte qui va flatter leur préconception Mhm. idéologique. Là, je paraphrase à peine, hein, je me rappelle encore très bien de, Oui. de sa formulation. C'est presque dans le texte. Mhm. Euh, et c'était ça qu'il a testé en prétendant pas dire que voilà, ça allait donner une conclusion sur l'ensemble du champ des cultural studies, évidemment. Mais disons que ça donne un point d'accroche et ça me fait aussi repenser au canular Maffei-Soli, parce que là, les auteurs, Arnaud Saint-Martin et Emmanuel Quinon, ils avaient aussi publié un texte d'accompagnement du canular après avoir révélé la supercherie en disant, là je me rappelle moins bien de la formulation exacte, mais l'idée c'était que le canular ne démontre pas, le fait que le canular ait été publié à lui seul ne démontre pas l'inanité enfin, on va dire, du continent maffessolien Mhm. de la sociologie, parce qu'apparemment ça se prétend être de la sociologie. Euh, mais en fait, c'est plutôt un truc pour attirer l'attention, c'est-à-dire, c'est un peu un coup de pub, si on veut, quoi. Et Ouais, ouais. c'est aussi ce que Sokal avait dit, c'est que quand lui, Sokal pardon, lu le bouquin Highest Superstition, qui vient aussi d'être traduit Oui, récemment, traduit un en bouquin français. publié en 94, qui justement s'en prenait assez durement à certains courants intellectuels dans l'université américaine qui se prétendaient, aux yeux au moins des auteurs, euh,
pourfendre certaines prétentions à l'objectivité, etc., scientifique, en défendant la cause des opprimés, etc. Enfin, c'est un peu toujours la même chose. Et Sokal avait lu ce bouquin et ça l'avait frappé. Et donc, il s'était documenté, il était allé lire les sources primaires quoi, des universitaires américains, souvent s'appuyant sur Derrida et compagnie, et prétendant pourfendre la science, etc., enfin, pour Mhm. le caricaturer. Et Sokal avait dit, je me suis retrouvé devant ce choix, soit écrire un texte qui critique ces trucs-là, il y en a déjà plusieurs, personne ne va le lire, sauf des gens qui sont déjà d'accord, tout le monde va s'en foutre. Soit je tente, ce qui, in fine, il a décidé de faire, et là, il s'est retrouvé en page enfin, en une du New York Times, de Le Monde, enfin du Monde, Oui. etc. Enfin bon, donc ça attire l'attention. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va attirer que des commentaires pertinents. Mais... Oui, bah, de toute façon, après c'est difficile de savoir quelles conséquences en Mhm. tirer, en fait, quelles conclusions tirer d'un canular comme celui-ci. Ouais. On peut, je pense que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse tout rejeter d'un côté. Ça, évidemment, ça donne bien l'avis qu'il faut surtout pas tout accepter facilement, mais est-ce qu'il faut tout rejeter? Mhm. Ça le donne pas, quoi. C'est plus une Mhm. alerte, en fait, en quelque sorte. Après, je sais pas ce qu'il est nécessaire de faire après, mais peut-être qu'effectivement, certains sceptiques et rationalistes ont pris peut-être trop pour argent comptant ce genre d'épisode de canular comme Mhm. étant la preuve irréfutable qu'il faut tout jeter, mais je ne sais pas effectivement si on peut Mhm. aller jusque-là. Ouais, ouais. Non, il y a eu des interprétations un peu à l'arrache, mais tu sais, Sokal avait mis en garde contre ça. D'autres aussi, comme je crois que c'était Paul Boghossian lui-même, c'est pas Peter, hein, c'est un autre auteur, mais Paul Boghossian qui a écrit Fear of Knowledge contre le relativisme dans les années 2000. Et il avait La aussi peur du écrit un... savoir, non? C'est lui? Ouais, c'est ça, ouais, La peur du C'est lui, savoir. ouais. Il faut Et que je je crois lise ça. de mémoire que c'est lui dans un ouvrage édité, enfin un ouvrage recueil d'essais, aussi publié dans les années 90, qui avait écrit justement pour mettre en garde contre des interprétations excessives quoi, Mhm. voilà, de l'affaire Sokal. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne mise au point. Une bonne entrée. Ouais, et justement, alors, je vais citer un passage euh, dans, dans cette introduction qui tourne autour de l'affaire Sokal, dans l'introduction du livre. Alors, derrière l'affaire Sokal, nous dit François Cusset, se profilent des termes dont les lecteurs français n'ont eu au mieux que des échos indirects ou superficiels, et des enjeux qu'ils ne sauraient déchiffrer dans toute leur ampleur. Cultural Studies, constructionnisme, post-humanisme, multiculturalisme, querelle du canon, déconstruction, politiquement correcte, entre guillemets, ces mots, au-delà de leur résonance faussement familière, ont partie liée avec les bouleversements depuis 30 ans, non seulement du champ des humanités, mais de toute l'université américaine. Plus loin, il renvoie encore, pardon, plus loin encore, enfin là, c'est pas plus loin, moi, c'est lui qui dit plus loin, plus loin encore, il renvoie à l'articulation problématique qui s'y est mise en place peu à peu de crise en polémique entre le champ intellectuel et l'arène politique, entre discours et subversion, mais aussi entre nation et identité. Euh, voilà, je m'arrête là, je pourrais continuer, mais Mhm. ça donne déjà aussi une sorte d'autres éléments de contexte. Et effectivement, c'est c'est des débats qui ont été toujours très vite politisés. Sokal, quelques autres ont souvent quand même essayé de faire la part des choses en disant on critique au niveau des arguments, des idées ou de l'absence d'arguments. Parce que parfois, en fait, les choses, on est même plus sûr qu'il y a vraiment des arguments. Du langage scientifique, enfin même, c'est même pas du langage, l'usage en fait, de termes vraiment très spécifiques issus des mathématiques et de la physique en littérature ou en sociologie. Bon. Euh, Et est-ce qu'il y a eu une réponse à ce livre de la part de certains protagonistes?
Mais je sais pas en fait. Tu vois, ce livre est sorti dans un moment où, en fait, je pense que tout le monde s'en foutait, pour dire les choses un peu grossièrement. Je devine, hein, je me trompe peut-être, mais toi, 2003, les choses quand même étaient déjà bien retombées, je pense. Euh, bon, il y avait très certainement des gens qui l'avaient encore mauvaise, hein, de l'affaire Sokal, Mhm. mais je pense que globalement, les gens s'étaient un peu tournés vers autre chose. Et on était encore bien loin vraiment du regain enfin, du regain actuel d'intérêt pour ces questions-là, enfin, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Donc, bon, tout ça pour dire en un mot, je sais pas, mais bon, en tout cas, moi, c'est quelqu'un la première personne qui m'a conseillé de lire ce livre, euh, c'est Manuel Quinault, D'accord. qui est l'un des auteurs du Mhm. Canular m'a fait Soli et pas du tout, on va dire, favorable non plus À ce qu'il à écrivait. ces évolutions foucaldo-déridiennes, mais qui m'avait présenté en fait le livre comme une analyse assez neutre Mhm. de l'histoire, ce qu'il est, hein, dans une certaine mesure. Mais j'avais demandé est-ce que Puisset est plutôt favorable, plutôt défavorable à ces évolutions-là. Il m'avait dit ni l'un ni l'autre. Bon, je pense que c'est pas tout à fait Mhm. juste, hein, mais bon, Je, je c'est pas pense pas grave. non plus, ouais. Ouais. J'en ai lu une soixantaine de pages. Il peut Mm. être assez neutre, mais il y a quand même une petite coloration, hein, si on va Ouais. aller par là. Mais ceci dit, voilà, je maintiens que ce livre Hmm. a le mérite quand même d'aller dans les détails, dans les interstices, etc., d'une histoire difficile à retracer. Et est-ce que, Et moi qui m'intéresse depuis longtemps, dis-moi. ouais, est-ce que dans cet avant-propos, introduction, est-ce qu'il présente un peu les thèses qu'il essaie de défendre ou est-ce qu'on voit en filigrane un peu vers quoi il veut nous amener, quoi, à penser, en dehors du fait de Alors, retracer l'histoire? ouais, c'est ça, quoi. C'est que, ben, oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, bon, si on peut dire, si on peut résumer la thèse de François Cusset, je sais plus s'il l'explicite spécifiquement dans cette introduction, mais elle est claire au travers du livre. Si on devait résumer sa position, c'est c'est bien que tu m'incites à le faire, Hmm. euh, c'est que, euh, bon, lui ne fait pas un mystère de ses orientations politiques. Euh, il est très préoccupé par les questions d'inégalité, d'injustice. Il pense que le monde va mal, que les évolutions néo-réactionnaires, néolibérales, néoconservatrices enfin, il pense que ces mouvements-là ont le vent en poupe depuis les années 80, que ça explique pourquoi les choses vont mal d'après lui. Euh, et donc, il cherche, enfin, il est favorable à on va dire, à des mobilisations intellectuelles qui vont contre ça. Et il voit une certaine fécondité dans déjà les auteurs français post-structuralistes et puis leurs épigones américains, mais vis-à-vis de ces derniers en particulier, avec une certaine prudence, parce qu'il y a eu des excès, il y a eu des simplismes, il y a eu Mhm. un certain nombre de choses à critiquer d'après lui. Et donc après, en fait, après, il Hmm. part des années 50, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, après, disons qu'au début, c'est assez pardon, chronologique Mhm. dans la première partie du livre. Euh, ouais, il essaie un petit peu de planter le décor en parlant Mhm. de quelques mouvements intellectuels français, européens qui avaient connu un petit écho aux États-Unis dans l'après-guerre, notamment l'existentialisme, mais sans, Mhm. voilà, sans révolutionner les choses. Et par contre, voilà, le post-structuralisme, lui, enfin c'est comme ça qu'il a été appelé par la suite, euh, en fait, lui a rencontré un fort succès et il l'explique notamment par le fait que, en fait, là où les précédentes, disons, modes intellectuels, hein,
françaises, européennes, ont été, si tu veux, considérées telles quelles aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment été étudiées en tant que telles. Euh, pour ce qui est de Derrida, Foucault, Lacan et compagnie, il y a eu rapidement une sorte d'effet d'appropriation, de réutilisation, enfin appropriation, mais Doucement sur ce appropriation, mot. d'appropriation, de remobilisation, euh, voilà. Et il va même jusqu'à dire, là je cite, la théorie française constituera une création ex nihilo de l'université américaine, Hmm. répondant à quelques stratégies précises et plus largement à une crise axiologique du champ des humanités. Elle est plutôt composition inédite qu'importation adaptée, d'où son impact plus profond et plus durable. En comparaison avec existentialisme et compagnie, c'est pas très important Mhm. même de savoir quoi. Euh, voilà. Et ça, je pense que c'est quand même un premier point, en fait, qui va se retrouver tout le long du livre. C'est un peu ce que j'ai déjà Ouais. explicité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, voilà, qui a été simplement capté, vraiment reçu, mais ça a été aussi, il y a eu un geste actif D'accord. du du côté américain, quoi. Parce que dis-moi si je me trompe, mais je te dis, j'ai dû en lire 50, 60 pages. M'en est resté l'idée que il essayait en tout cas de montrer que de mettre toutes ces théories sous le nom de French Theory comme Mhm. une sorte d'expression impropre qui n'était pas Oui, justifiée. Enfin, ouais, j'ai le souvenir là, peut-être que ouais. j'interprète mal parce que le texte est assez dense. Des fois, Mhm. c'est assez dur des fois de comprendre ce qu'ils à côté, quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé la lecture et que j'entrevois la Mhm. façon dont il veut dire. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Mhm. Non, non, je pense que c'est à peu près. Enfin, je pense que c'est juste. Il n'y a pas de à peu près. Je pense que c'est juste. Ouais. Hmm. Enfin, disons que dit que voilà, d'ailleurs, il y a un chapitre je crois que c'est un chapitre qui s'appelle. Pardon pour un instant, si j'arrive à retrouver la table des matières. Oh, oui, en fait, c'est même pas un chapitre, c'est toute la première partie du livre. Il y a trois grandes parties. Ça s'appelle l'invention d'un corpus. C'est quand même une formule forte, euh, même si c'est peut-être un peu plus fort que la thèse qu'il défend vraiment. Mais voilà, ça annonce quand même la couleur dans le sens où il y a des auteurs qui n'étaient pas forcément tous en accord les uns Hmm. avec les autres, qui ont été classés dans la même catégorie. Euh, voilà, et donc ça a été bon, sous le terme de French Theory, et ensuite ça a été, justement, ça c'est un terme qui a été utilisé par Lindsay et Pluckrose, même pas tout à fait de la même manière, mais ça a été réifié ça veut dire que ça a vraiment été constitué en tant qu'objet Oui, cohérent, alors que on peut débattre de ça, quoi. c'est marrant parce que maintenant, après coup, ne serait-ce qu'après après avoir lu 60 lignes et que tu me confirmes ce propos, en fait, je vois plus sur les serres sceptiques, rationalistes, zététiques, etc. En Mhm. fait, beaucoup ont sorti cet argument-là qui est de dire non, 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 mais la French Theory, en fait, ça n'existe pas réellement, Mhm. c'est une entité constituée par nos ennemis, Ah, ah. etc., quoi. Alors, je ne Ouais, sais mais pas ça, s'ils se sont ouais. inspirés directement du livre-là, en fait. Est-ce que c'est leur Mhm. support intellectuel pour affirmer cela? Ah, je sais pas, Maintenant, ça me il y a résonne un peu quelques, comme ça quand je le ouais. vois. Il y a des personnes avec qui j'ai pu avoir des discussions plus pour une d'entre elles et moins pour beaucoup d'entre elles aimables, qui considèrent que le livre de Cuisset est une bonne référence sur la question, et je pense qu'ils ont plutôt raison. Après, je sais pas. Par contre, je pense que ce serait aller beaucoup trop loin. C'est-à-dire que euh, bon, c'est vrai que beaucoup de gens qui se disent adversaires du postmodernisme, hein, pour le dire très vite, tendent voilà, pas s'embarrasser en parlant de French Theory, etc. Mm, mm, Ceci dit, ce que QC, justement, en fait, retrace dans les détails, c'est que c'est vraiment des gens qui se sont entichés, qui ont apprécié, qui ont admiré ces œuvres-là, qui l'ont constitué en tant que French Theory. Donc, mm. déjà, ça a été fait dans un premier temps par les partisans. Alors, on peut dire que les partisans ont mal compris à certains égards Ouais.
Derrida et compagnie, ça, voilà, mais quand même, le premier, enfin, en tout cas, dans un premier temps, il y a eu ça, quoi. Ouais, donc c'est quand même important. En fait, c'est un terme qui a Euh, été forgé par ceux qui les lisaient, en fait, tout simplement, ouais, ouais, aux ouais, ouais. États-Unis. Mhm. Voilà, alors, événement important qui est connu, mais c'est toujours bien de le rappeler. 1966, l'université de Johns Hopkins aux États-Unis, il y a eu une conférence à laquelle beaucoup d'auteurs intellectuels français ont été conviés. Le titre de la conférence était The Language of Criticism and the Sciences of Man, le langage de la critique et les sciences de l'homme. Parmi les invités, Roland Barthes, Jacques Derrida, pardon, Jacques Lacan, entre autres. Deleuze a été invité. Il n'a pas pu venir. Je crois qu'il n'aimait pas voyager. D'accord. Et il a envoyé, ceci dit, une contribution par voie postale. Et ce qui est souvent dit, c'est que la- par tout le monde, hein, je veux dire, je dis pas ça pour me- me dresser en opposition par rapport à ce qui est souvent dit, mais je le rappelle ici. C'est que la conférence, on peut dire qu'elle est prévue, elle est censée un peu consacrer le structuralisme français qui s'est développé pendant l'après-guerre. Euh, Notamment, Lévi-Strauss est aussi souvent cité comme un auteur, un auteur structuraliste français. Mhm. Et, euh, et donc, au moment où le structuralisme est censé être consacré, tu vois, il y a Derrida qui donne sa contribution à la conférence. Et sans utiliser directement le terme, en fait, il appelle à passer au post-structuralisme. Enfin, c'est ça qui va être compris et gardé, quoi, Mhm. notamment aux États-Unis. Et c'est intéressant. Évidemment, Derrida avait cette tendance quand même enfin vraiment à aller toujours un peu contre le. La doxa. Ouais, enfin, il avait tendance à prendre le contre-pied, notamment, c'est juste pour le folklore, mais L'anecdote. lui à qui on avait souvent, enfin, beaucoup d'intellectuels avaient souvent reproché de ne pas trop parler de Marx, de ne pas s'intéresser à lui, de ne pas se baser sur lui. Et ben, dans les années 90, quelques années après l'effondrement de l'Union soviétique, c'est là qu'il a écrit Spectre de Marx. Et voilà. Euh, et il avait quand même, enfin, je pense que c'était un de ses tactiques pour, en fait, justement, se donner de la visibilité, quoi. Enfin, Faire dans pour l'interpréter, l'anticonformisme. ouais, pour l'interpréter de manière un petit peu mesquine, mais bref. Donc voilà, conférence qui était censée consacrer le structuralisme, mais qui en fait annonce le post-structuralisme, qui est un autre mot à peu près équivalent pour postmodernisme. Postmodernisme, c'est plutôt voilà, Lyotard avec son livre La condition postmoderne. Euh, voilà, ça c'était un autre événement important. J'ai aussi noté quelques petits autres passages à lire. Euh, donc, il faut savoir que, en fait, ce qui est intéressant, parmi bien d'autres choses, c'est que, enfin, si tu veux, à partir du moment où tu commences à t'intéresser à ces questions-là, il y a les questions de militantisme de campus, de gauchisme de campus, euh, gauchisme radical, et tu remontes aussi le temps, et donc tu te retrouves à tutoyer les années 60, et puis éventuellement mai 68 va être discuté. Quelque chose qui est quand même aussi important de noter, c'est que les auteurs là, Derrida et compagnie, en fait, ils sont pas trop influencés tout ça. Ils sont arrivés un peu par la suite, leur pic de popularité. Mhm. Euh, Tout ce qui a été ouais, vraiment la contre-culture et même, on va dire, les avatars les plus radicaux, les moins libéraux, les plus révolutionnaires et éventuellement irrationalistes de cette,
de cette période en fait de l'histoire occidentale et des mouvements intellectuels et militants. On peut plutôt penser à des auteurs comme Althusser ou même Sartre à la limite pour la France, et puis Marcuse aux États-Unis. Bon. Et puis c'était voilà, il y a pas un lien extrêmement fort, enfin en tout cas pas direct quoi. On peut pas dire Derrida Foucault, c'était l'inspiration de mai 68, non, Mhm. c'est pas le cas. Et c'est que c'est quand même aussi un point intéressant, et c'est plutôt à partir des années 70. Moi, j'ai donné 66, mais là, c'était vraiment les prémices, quoi. Hein. Les C'est prémices, plutôt ouais. à partir des années 70 qu'il y a une sorte vraiment de nette vague. Euh, et là, en fait, Cusset parle de choses que j'ai jamais vu discuter ailleurs. C'est très intéressant. Là, c'est vraiment pour quelqu'un qui a été fasciné, en fait, par la compréhension et le- vraiment ouais, de cette histoire intellectuelle-là, comment ça s'est fait, comment les gens ont réussi à être, enfin, ont été amenés à être convaincus par ça, à être convaincus par ça, pardon. Euh, et en fait, il parle de revues, je vais citer, mais de revues para-universitaires qui auraient fortement contribué à la diffusion de ces idées-là. Donc, il dit, là, il parle des années 70. Alors, QC, je pense qu'un petit reproche, c'est pas très important qu'on peut lui faire, mais c'est que il a peut-être un peu le fétichisme des décennies. Notamment, il a écrit un bouquin qui s'appelle La décennie, je crois que c'est écrit d'ailleurs. Ouais, La décennie, donc le sous-titre, c'est Le grand cauchemar des années 80. Et je pense que plus récemment, il a aussi écrit un bouquin sur les années 90. Et là aussi, dans son bouquin French Theory, on voit souvent les années 60, les années 70, les années 80. Mhm. Bon, je prétends pas que c'est une faute grave parce que il Après, prétend pas que c'est quelque chose de profond dans l'analyse, hein, donc mais il faut bien temporaliser, mais il ne faut pas les réifier non hmm, plus, ouais, comme on dit. ouais, je pense qu'on peut dire qu'il réifie un tout petit peu, Mhm. bon, mais c'est pas une critique, je dirais. Je pense que c'est pas une faute gravissime. Bref, en tout cas, pour ce qui est des années 70, il dit en ces années de retour au calme, c'est entre les pages de quelques revues para-universitaires, simples tapuscrits ronéotypés dans un premier temps, que s'infiltre outre-Atlantique le nouveau virus, entre guillemets, théorique, sous la forme d'un premier contingent de textes français traduits. La mystique de la théorie française commence là, avec ces textes agrafés et tapés à la machine, souvent maladroitement traduits, qu'on se passe de main en main en classe ou en soirée. Elle commence par le travail souterrain, artisanal et passionné de quelques jeunes universitaires que rassemblent ces voix étrangères et qui traduisent, présentent ou éditent les premiers textes. Alan Bass, Tom Conley, James Creech, Janet Horn, John Reichman, Mark Sim et beaucoup d'autres. Euh, Est-ce que je continue un peu? Non, ça va, je pense. Il y a aussi un nom qui revient beaucoup. Et en fait, très récemment, je crois que c'est même peut-être qu'il a été publié cette nuit dans Le Monde. Il y a eu cet article de Stéphanie Chaillet, qui en fait, justement, essaie de tirer au clair. Donc, le titre, c'est Foucault, Deleuze, Derrida aux origines françaises du wokisme. Bon, en fait, le titre paraît très caricatural et reprendre les positions de certains justement opposants frontaux au wokisme, mais elle donne beaucoup la parole à François Cusset. Et lui insiste beaucoup sur le rôle d'un certain Silver Lothringer, qui a beaucoup contribué à la diffusion de ces textes ben voilà, Deleuze, Guattari et compagnie aux États-Unis. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait en partie dans le monde académique, mais aussi en partie à sa marge et qui est rentré ben, par moments indirectement, quoi. Par moments, ça s'est vraiment fait des universitaires français vers les Américains, et puis par moments, il y a eu des intermédiaires au sein Puis, toujours des milieux culturels, mais ouais. je ne sais pas ce qu'il veut dire par des revues para-universitaires. C'est ce qu'il veut dire, les tapuscrits qu'il a avec lui, enfin, qui ont été Hum. sous le manteau un peu. Bah, là, Ça me paraît presque oui, mythologique. dans une certaine mesure. Oui, dans une certaine mesure. Et puis, il y avait aussi des revues.
Tu sais, des magazines comme, je sais pas, en France, on en a plein aussi, Sciences humaines. Es- Esprit, Ah oui, d'accord. Oui, commentaires. AOC, commentaires, Hmm. diacritiques, pour citer des choses qui sont vraiment très bien. Revue des deux Là, pour mondes. le coup, ouais, diacritique qui est extrêmement favorable justement à Derrida et compagnie, mais il y en Hmm. a plein. Enfin, tu vois, toutes ces revues intellectuelles, mais qui ne sont pas académiques. Oui, 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 Et d'accord. il en donne une en particulier qui s'appelle Sémiotexte, avec le dernier E entre parenthèses, qui joue aussi un rôle tout à fait fondamental, d'après lui, dans cette histoire-là d'importation. Il explique que, voilà, je cite un autre passage, au total, quelques 16 revues apparaissent en une dizaine d'années aux États-Unis, de Glyph à Diaspora, Semiotext ou Boundary 2, en fait, avec pour objectif avoué, souvent dès la page de titre, d'introduire outre-Atlantique les nouveaux paradigmes venus d'Europe. Les thèmes mis en avant dans le choix des extraits traduits ou au fil de leurs commentaires renvoient tous à la critique du sujet sous des modalités variées. Fin de l'homme, entre guillemets, et dislocation, toujours entre guillemets, de l'écriture autour de Derrida, mort de l'auteur et société de contrôle chez Foucault, dispositif pulsionnel englobant les individualités avec Lyotard, et première célébration des, entre guillemets, lignes de fuite et des sujets, entre guillemets, schizo, autour de Deleuze et Guattari. Donc, le rôle des revues para-universitaires, c'est aussi intéressant. Et aussi un point que lui note, en fait, j'ai oublié de le mentionner parce que c'est quelque chose de... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est bien de le mentionner. Même si c'est quelque chose de très standard, c'est que en parallèle, ces auteurs français ne rencontraient pas le même succès en France, surtout à partir des années Mhm. 70. Euh, et disons qu'ils ont atteint un, un maximum, enfin je sais pas, en tout cas, leur popularité n'a pas gonflé comme aux Tu veux dire que États-Unis, c'était quoi. resté assez confidentiel en France, Ouais, tandis qu'aux États-Unis, conf- ça prenait. confidentiel, oui, enfin disons qu'ils étaient connus dans le monde universitaire, mais ouais, ça n'a pas connu le monde le même engouement. Ouais, il parle aussi en fait ce qui est aussi important parce que voilà, il y a toute une convergence tout un faisceau de facteurs qui ont contribué à ce succès-là, euh, qui est très intéressant d'examiner en détail. Notamment, en fait, il y avait des sortes de rivalités entre disciplines au sein même des humanités, notamment la philosophie qui était souvent perçue comme un peu la reine dans les humanités. Et puis, c'est assez ironique parce qu'en fait, justement, Foucault et Derrida en particulier, et les autres étaient formés en philosophie. En France, c'était des philosophes. Mais aux États-Unis, ils ont surtout initialement été étudiés dans le département de littérature, d'abord française, puis américaine. Et puis, donc, c'est surtout en littérature, dans le domaine de la critique littéraire, qu'ils ont connu du succès, ce qui d'ailleurs au passage, à mon avis, et surtout pour un Derrida, correspond peut-être davantage, ça correspond plutôt mieux à ce qu'il faisait, à mon avis. Mais bref. Euh, et Cusset parle un peu de cette rivalité entre littérature, philosophie, sociologie, et il y aurait un peu une sorte de revanche de la littérature à travers cette utilisation des paradigmes de la déconstruction en particulier. Mhm. Et ça rejoint ce qu'on dit aussi des critiques, en fait. Notamment, je pense à ce que racontait dans High Superstition Gross et Levitt, c'est-à-dire qu'avec la déconstruction, il y a des gens qui ont été spécialistes, qui sont des critiques littéraires et qui se sentent aptes, en fait, avec les outils de la déconstruction, à se prononcer sur tout et n'importe quoi. Ils ont un outillage qu'ils estiment extrêmement fort, puisque pour eux, en fait, l'analyse des textes, selon certaines modalités, hein, mais l'analyse des textes devient en fait la manière vraiment d'étudier tous les phénomènes. Et donc ça leur donne une puissance phénoménale. Et Et quand tu as parlé de revanche littéraire, c'est revanche littéraire sur quoi? revanche, si tu veux, c'est une sorte de regain ou de gain en prestige de la discipline littérature
par rapport à philosophie et Hmm, sociologie notamment, d'accord. puisque voilà, par le mécanisme que je viens d'expliciter, euh, ouais, donc on a des auteurs français donc qui sont lus, qui sont célébrés, qui sont mobilisés, on l'a dit, à des fins militantes et voire éventuellement détournées d'après François Cuset dans une certaine mesure. Là, je vais essayer de citer un passage. Mais justement, il y a aussi, avant de citer ce passage, un point aussi intéressant, c'est que euh, justement, nos auteurs français, Derrida, Deleuze, Foucault, etc., ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ils n'étaient même pas toujours, ça dépendait un peu des époques et de qui on regarde, mais ils n'étaient pas toujours super potes. Euh, bon, Deleuze et Guattari étaient inséparables, hein, ça on le sait, mais Hmm. euh, et là, ça parle d'un. Enfin, Cuset parle en fait, l'insistance des maisons d'édition américaines à privilégier les contributions, les textes qui impliquent plusieurs de ces auteurs. Donc, tu vas avoir du Deleuze-Foucault, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui va être privilégié en particulier quoi, par les éditeurs américains. Et c'est pour donner un sentiment qu'ils sont ensemble, quoi, entre guillemets, tu veux dire qu'ils. Ouais, je pense, ou en tout cas, je sais pas si c'est pour ça, mais je pense que, enfin, moi, je comprends que il y avait vraiment cette croyance-là, quoi, que les auteurs-là étaient dans le même mouvement, ce qui n'est Oui, pas d'accord, entièrement ok. faux, encore une fois. Et donc, on s'enthousiasmait plus pour là où ils Ouais, apparaissaient en même temps quitte à ensemble. cacher un petit peu une partie de la réalité sur le fait qu'ils Ouais. s'entendent un peu moins qu'on Mhm. l'entende. Mhm. Et alors, là, pardon, l'exemple que je voulais citer, c'est un entretien entre Foucault et Deleuze en 1972 sur les intellectuels et le pouvoir. Alors là, je commence à citer. Ce texte fut d'abord publié en anglais par Telos, puis sémiotexte, justement, on en parlait, et enfin en recueil. Il fut critiqué bientôt par Gayatri Spivak. Il faut savoir que c'est une intellectuelle américaine ou indienne, je ne sais pas quelle nationalité elle a, en tout cas elle est née en Inde, mais elle a travaillé aux États-Unis, qui a traduit la grammatologie en anglais de Derrida. Elle est Ah connue ouais, pour ça. C'est un des d'accord. bouquins maîtres de Derrida et c'est. Tu l'as lu? Non, Non. j'ai jamais eu le temps, malheureusement. Non, c'est dur de Ouais, lire des choses à contre-cœur. ouais. Non, mais même ça m'aurait intéressé, sincèrement. Bon, même si je sais que ça aurait été très difficile, mais j'ai jamais eu le temps, malheureusement. Oui, donc ce texte de l'entretien de Deleuze et Foucault fut critiqué par Gayatri Spivak pour leur obstination à, ça cite, prouver que le travail intellectuel est comme le travail manuel et leur façon de réintroduire dans le discours sur le pouvoir, au nom du désir, un sujet indivis. Il n'en est pas moins resté outre-Atlantique le texte de référence sur la question des usages de la théorie, French Theory, pour la définition qui propose Deleuze et Foucault de la théorie comme simple boîte à outils, une toolbox politique, appelée aux États-Unis à un avenir agité. Bon. On voit déjà que ce n'est pas, on peut pas dire que à corps défendant, les Deleuze, Foucault et compagnie se sont opposés à un usage politique de leur œuvre dans le domaine intellectuel américain, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, C'est clair. euh, voilà, c'est quand même aussi un point important. Ouais. Un autre passage. Et là, quand même, QC, quand même, je fais une concession, quand même, à mon avis, de taille, qui est que, justement, en fait, moi, un truc qui m'avait frappé, c'est que, en fait, si on si on retrace encore plus loin cette archéologie-là, donc on part de, OK, enfin, moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est d'un côté, OK, j'apprenais l'existence de cette affaire Sokal, et plus ou moins en parallèle, je commençais à voir certaines évolutions dans le champ intellectuel américain, où il y avait des gens qui voyaient partout du sexisme, partout du racisme. Et donc, je me disais,
Ok, j'ai eu assez rapidement l'intuition qu'il y avait un lien entre ce que critiquait Sokal et ce que je voyais là. Moi, je me suis beaucoup renseigné et puis j'ai vu que, à mon avis, j'avais la bonne intuition. Et en parallèle, j'ai aussi essayé de voir comment ça s'est passé. Comment est-ce que ce que critique Sokal et compagnie a gagné une telle popularité aux États-Unis? Et donc là, tu retombes sur les auteurs français, et puis ensuite, si tu vas plus loin, bah, tu tombes sur en fait Heidegger, Nietzsche et compagnie. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, moi, je le vois comme une concession, même si je suis sûr qu'il ne serait pas d'accord, François Cuisset, mais ce qu'il dit, c'est les adversaires américains de la French Theory ne s'y trompent pas non plus en l'assimilant à la fois à une lecture sélective et une lecture agressive des quatre Allemands, en l'occurrence Nietzsche, Heidegger, Marx, Freud. Il s'agit donc, avec la French Theory, d'une interprétation américaine de lecture française de philosophes allemands. Et ça, c'est la phrase qui tue. Enfin, pour moi, c'est exactement Mhm. l'impression que j'avais déjà avant de lire ce livre. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, t'as rien compris. Tu sais, des gens qui supportaient pas mes critiques de Mhm. l'intersectionnalité, enfin, intersectionnalité vulgaire, vraiment, des Et du coup, il fait militances. une concession en ta faveur, entre guillemets. Bah, c'est ça, enfin, c'est pas une C'est ça, ouais. concession, mais Enfin, en oui, tout oui. cas, moi, je considère que. Et bon, je me jette des lauriers, hein, mais c'est pas un truc que moi j'avais inventé, hein, parce que je l'avais lu, Non, non, t'as bien plein sûr, ouais. d'ouvrages. euh, L'affiliation entre Heidegger et Derrida, Heidegger, Nietzsche, Foucault, Nietzsche, pardon, Deleuze, elle ne fait aucun mystère. Mais je pense que c'est important, enfin, et voilà, et ça c'est important. Oui, c'est assez important. Et, et, ouais, et c'est peut-être en fait une bonne transition parce que justement, j'ai vu justement en fait ce jour, pardon, cet article dans Le Monde qui a été publié, je crois, cette nuit. Euh, je l'ai vu sur Twitter et donc il y avait un fil assez énervé contre cet article-là parce qu'en fait, un des énervements, c'était qu'il reprenait le terme wokisme, même entre guillemets, c'était considéré comme inacceptable. Euh, mais il y a une autre personne qui est venue en plus en renfort en disant, mais de toute façon, pourquoi est-ce que les gens s'acharnent à dire que le wokisme, c'est le, le- le descendant intellectuel de Derrida et Foucault et compagnie? Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a vraiment une valeur? Est-ce que les gens pensent que dire, OK, ce texte de Derrida était incompréhensible, donc la politique de diversité de ces universités américaines là est bidon? Est-ce qu'ils pensent que ça, c'est une argumentation, une construction, tiens. Et Mhm. je- par provocation, je dirais presque oui. Ouais, ben, tu sais, le truc, c'est que cette archéologie-là, En euh, fait, c'est même de la phylogénie, presque. ouais, ouais. Hmm, J'avais lu un livre intéressant sur est-ce qu'on peut faire une phylogénie du langage et la hmm, conclusion était oui, mais après, c'est vrai que c'est avec des méthodes. Mais peut-être que ce serait tout ça peut être prouvé, hein, peut-être, je sais pas, puisque là, c'est sujet à interprétation, mais hmm. peut-être que ça peut Ben, être montré. ouais, mais cette filiation intellectuelle, bon, maintenant, pour moi, elle me semble quand même très claire. Euh, avec tous les bémols et les prudences et une sorte quand même de lucidité et de conscience de certains simplismes, certains détournements, hein, qui sont notamment pour certains pointés par QC. Mais je pense que quand même, il y a une filiation nette. Et en fait, moi, pourquoi je me suis tellement intéressé à cette archéologie-là, c'était vraiment pour comprendre ce phénomène, le postmodernisme, dont j'ignorais tout. Et en fait, c'était quoi? C'était 2014-2015, je n'y connaissais Mhm. rien. J'en découvrais subitement la popularité apparente, au moins quand même jusqu'aux années 90. Et en plus, ça me paraissait un phénomène extrêmement difficile à saisir pour moi intuitivement. Enfin, par ma personnalité, certains diront ma formation scientifique, mais je pense que c'est surtout simplement des sortes de pré-câblage. J'ai beaucoup de Mhm. mal
appréhender. Bah, J'ai c'est beaucoup de mal diffus, à quoi. croire que L'objet est que des diffus un gens peu. aient pris ça au sérieux. L'objet est diffus aussi. Ouais, l'objet est diffus, tout à fait. Mais même Ça me fait avant penser au ça, débat, ça me fait penser au débat sur le wokisme. mhm. Enfin, Oui, oui, en bah, fait, oui. je pense que dire que l'objet wokisme n'existe pas, c'est Mhm. aussi imprécis que de dire qu'il existe, puisque dans les deux cas, c'est Mhm. diffus. On n'arrive pas à avoir le Ouais. référent objet du mot, mais dire qu'il n'existe pas, c'est pas satisfaisant non plus. Alors, je, Mhm. pareil, mon cœur balance là-dessus. Ouais, ouais, ben ouais, c'est assez bien résumé. Mm. Mais bon, même dans la mesure où on arrive à mettre le doigt sur, OK, ça, c'est ce que les gens ont dit, ils ont avancé ça, c'était les textes, c'était les références, ça me paraissait difficile à croire que les gens croyaient vraiment ça, quoi. Quand tu voyais, enfin, ça existe toujours, mais des choses qui sont citées par Sokal et Brickman, par Gross et Levitt et par d'autres. Et puis après, je suis allé lire certaines sources primaires ou même des avatars plus contemporains de gens qui, bon, ça va être un peu méprisant, mais qui veulent encore un peu rejouer à Derrida, comme Aurélien Mm. Barraud et Jean-Luc Nancy, avec qui ils ont écrit au moins un livre en commun, qui était un étudiant de thèse de Derrida. Euh, il y a quand même une certaine expérience, pardon, d'aliénation, pour être très franc, et vraiment d'incompréhension. Et vraiment, j'ai voulu comprendre. Et c'est ça qui m'a poussé à faire à me renseigner dans ce sens archéologique-là. Et je suis content de l'avoir fait parce qu'entre-temps, justement, euh, ces choses-là sont revenues au premier plan. Et, euh, et entre autres bêtises qui viennent un peu de partout, j'ai vu se multiplier les assertions du type si t'es pas d'accord, c'est que tu t'opposes aux connaissances issues des sciences sociales. Mm. Mais ok, bon, moi ce que je vois quand même, c'est que alors tout ce qui se réclame de l'intersectionnalité et de ces avatars, oui, il y a eu certains travaux intéressants en sciences sociales euh, qui se sont, oui, qui se sont réclamés de l'intersectionnalité ou qui ont mobilisé une approche intersectionnelle. Mais intersectionnalité, ça veut aussi dire beaucoup de choses différentes. Et souvent, en pratique, c'est juste des gens qui utilisent un terme un peu impressionnant pour en fait justifier leurs petites obsessions normatives Mhm. et politiques, quoi. Et, ouais. Et je pense que au-delà de ouais, certains travaux des sciences sociales qui sont pertinents, il y a aussi un énorme bagage qui est beaucoup plus, qui est souvent délirant, quoi. Notamment une bonne partie de ce s'est fait en études de genre, construit notamment dans le sillage de Judith Butler, qui s'est beaucoup basé sur Derrida, Foucault, etc. Euh, c'est euh, c'est une sorte de littérature slash critique littéraire. C'est justement la déconstruction avec cette ambition de tout faire avec les outils d'analyse de texte et d'avancer des thèses vraiment jusqu'au boutiste en s'intéressant pas du tout aux travaux vraiment plus empiriques sur ces questions-là. Mhm. Ouais. Tu veux dire que c'est une forme d'emprise de la littérature sur les sciences sociales? Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. Et une littérature, bon, qui s'est souvent prétendue philosophie, mais bon, Mm. là encore, les frontières n'étaient pas nettes. Euh, hmm. Alors, je lis, c'est aussi une petite anecdote, mais c'est marrant pour que les gens voient que voilà, ces incidents-là ne datent pas d'hier. D'ailleurs, c'est encore un petit clin d'œil au bouquin Les gardiens de la raison, puisque ils avaient consacré un petit paragraphe à mon podcast en me répondant, mais pourquoi est-ce que ce gars-là s'inquiète du militantisme étudiant, les étudiants qui Attends, sont sur les...
Dans le livre Les Gardiens de la Raison, il parle de Ouais, liberté académique? D'accord. ouais, Ah, mais ouais. la date, enfin, ça date, mais j'avais dû le lire, effectivement. Il parle d'un podcast à, je sais pas, on devait avoir 200 abonnés à l'époque. Bon, je sais que c'est Ouais. une vendetta personnelle qui a, enfin, je sais, je le devine Bah, c'est aisément, des obsessions, quoi. Oui. qui a motivé ça, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment, ça a été personnel, quoi. Mm. Mais, bon, bref. Euh, Faut être flatté. ouais. Et, euh, et donc, il me disait, oui, ça m'était adressé en l'occurrence, hein, que pourquoi est-ce que ce gars-là s'inquiète de ça? Les étudiants qui veulent faire empêcher des conférences, ça a toujours existé. L'argument de on a toujours fait comme ça. Euh, bon. Et pour illustrer le propos là, je cite un petit passage du livre de François Cussin. Pour préparer le numéro éponyme de sa revue Sémiotext, toujours, Lotringa, encore lui, organise en novembre 75 la conférence Schizoculture. Il faut peut-être le lire en anglais, Schizoculture, qui voit affluer vers l'amphithéâtre géant de Teachers College des centaines d'auditeurs de tous horizons, bien au-delà des campus. Deleuze, dont c'est le seul voyage qu'il ait jamais fait outre-Atlantique, je disais qu'il n'aimait pas voyager, Qui n'aime pas les est voyages. interrompu, est interrompu dans son débat avec Ronald Lang par une militante féministe d'extrême gauche, T. Grace Atkinson, qui fend la foule et vient les insulter, Guattari et lui, les traitant de phalocrates et les empêchant de poursuivre. Foucault, de son côté, est interrompu au milieu de son exposé sur les nouvelles formes de fascisme par un membre du comité syndicaliste révolutionnaire Larouche, qui l'accuse, qui plus loin à l'apostrophe accuse, donc ça veut dire le gars accuse Foucault Mhm, d'être à la solde de la CIA. mhm. Voilà, c'est marrant quoi. Ils se faisaient doubler sur leur gauche à l'époque. Ouais, enfin, il faut dire quand même, Lyndon LaRouche, c'est un truc, enfin, c'est un gars, les gens d'extrême gauche appellent ça sans doute du confusionnisme. Enfin, j'avais regardé ça il y a un certain temps. Je crois que c'est Alexandre Moati qui avait regardé ça d'assez près. Et enfin, là, c'est vraiment du complotisme délirant, Mhm. vraiment. Et ouais, et en fait, quand même, pour en revenir en fait à ce que disait le tweet là, qui disait, bon, bah, même si certains textes de Derrida n'étaient pas clairs, ce qui ne concédait pas forcément, mais ça ne veut pas dire que les politiques de diversité des universités américaines sont à rejeter. Mhm. Euh, mais justement, enfin, parce que sur le podcast, on essaie de ne pas trop s'intéresser aux questions de valeur et de ce qu'il faut faire, aux questions prescriptives. Mais ces politiques de diversité des universités américaines sont basées sur une vision très simple, hein, de l'origine des inégalités. Mhm. Donc, il y a divers groupes ethniques qui sont représentés différemment. Et s'il n'y a pas le même pourcentage d'un groupe ethnique dans le corps professoral ou étudiant que dans le reste enfin, que dans l'ensemble de la population, c'est qu'il y a une Il y a des discrimination qui a lieu discriminations. Ouais. soit dans le champ universitaire, soit en amont, soit les deux. Euh, et une discrimination qui est forcément de nature, on va dire, vraiment arbitraire sur la base de critères ethniques ou de sexe, enfin de genre comme il est, je préfère dire de sexe. Euh, euh, voilà. Après, je réfléchis euh, quand tu dis que sur le podcast, tu fais attention à Mm, séparer fait et mhm, fait et valeur. En fait, ces courants-là, précisément, ne respectent pas ce principe-là. Dans le dernier livre que j'ai lu, là, pour l'intersectionnalité, en réalité, tout est mélangé systématiquement. Ils mélangent politique, ils mélangent science. En fait, pour eux, tout le savoir qui est produit est un mélange politique et potentiellement à visée politique mm, pour changer le monde. Donc, ça semble difficile de les analyser en termes de faits valeurs, mm. puisque c'est mélangé, en fait. Ouais. Mais disons que moi je pense qu'on peut quand même le faire parce que on peut simplement voir quelles sont les affirmations de fait qu'ils font, ou qu'ils sous-entendent, parce que souvent c'est sous-entendu. C'est-à-dire que maintenant ils le disent même plus, ils disent même plus. Ce que je viens d'expliciter, il n'y a aucun besoin pour eux de l'expliciter parce que c'est complètement évident que c'est vrai. Euh, yeah.
c'est une hypothèse, c'est même pas une hypothèse, quoi, c'est un axiome, c'est une vérité fondamentale. Euh, bon. Mais après, on pourrait dire, même si ces arguments-là sont mauvais, il y a peut-être d'autres arguments où on peut dire juste moi je suis pour cette politique de diversité-là parce que le, le résultat qui est visé me plaît ou on peut même avoir d'autres arguments moins avouables, mais on peut quand même faire la distinction. Évidemment, en pratique, c'est très difficile et évidemment, je suis d'accord que ces courants-là ont beaucoup contribué en fait à une sorte de désinhibition de, vraiment de la euh, comment dire enfin, désinhibition de la combinaison ou de la considération simultanée des questions de fait et des questions de valeur. Et en général, l'argument, tu me diras si c'est aussi, enfin on en parlera peut-être plus tard dans le format biblio, mais ça peut être intéressant d'avoir un avant-goût. Et moi, mon impression, c'est qu'en général, l'argument central qui est avancé, c'est que ce qui est dit, c'est que de toute façon, c'est pas possible d'être neutre. On est forcément situé, et ce qu'on avance est forcément lié à un point de vue. Il n'y a pas y a pas de discours non situé. Et les gens qui prétendent ne pas parler sous le coup de leurs impératifs politiques, soit sont des menteurs, soit se mentent à eux-mêmes, ils se font le doigt dans l'œil. Et donc, plutôt que d'essayer de poursuivre une chimère de l'objectivité, assumons la subjectivité et assumons le fait que nous, nos savoirs, notre construction de certains savoirs, qui sont appelés les savoirs critiques, n'est-ce pas, vont dans le sens de une émancipation, comment dire, combat contre les inégalités. Hein, voilà. Ça rejoint les discours sur l'épistémologie du point de vue qu'il Ouais, faudrait, mais ouais, voilà, qu'il faudrait pour avoir une connaissance la plus fiable possible, c'est d'avoir un point de vue, en tout cas dans le monde social, de tout le ouais, monde ouais. pour pouvoir débusquer les Mhm. dominations dans tel savoir, ici ou là, quoi. En tout cas, Ouais. c'est ce que j'ai pu lire. Ouais. C'est aussi ce que tu as vu dans ce bouquin pour l'intersectionnalité. Oui, en fait, Ouais, c'est il y ça. a carrément tout un chapitre sur l'épistémologie du point de vue que je trouve D'accord. assez fumeux. Donc, on en reparlera peut-être plus tard. Ouais, ouais, on en reparlera. Mais d'accord, mais ouais, ça Mm. m'intéresse de savoir. Ok. Euh, ouais. Alors, et je note aussi, en passant, je suis sûr qu'il a peut-être pas le temps. Moi, j'aurais bien aimé avoir François Cusset sur le podcast pour parler du livre plutôt que Mm. moi. Je l'ai invité, malheureusement, il a pas donné suite. C'est pas forcément un Il a signe de répondu, tu veux mauvaise. dire, et il a refusé Non, il ou n'a pas répondu. t'as pas répondu, d'accord. Il a pas répondu, malheureusement. J'aurais peut-être dû davantage insister, mais bon, en tout cas, Mm. voilà. C'est dommage parce que justement, ça aurait été, je pense, passionnant de parler à quelqu'un qui n'a pas du tout la même opinion de ces courants-là que moi, euh, mais qui, je pense, dans l'ensemble, a vu quand même, ouais, une histoire des idées, du champ intellectuel et académique qui est assez nettement compatible avec ce dont moi j'avais l'impression Mm. d'avoir pu conclure en lisant d'ailleurs d'autres auteurs, hein, puisque encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ce que je racontais avant de lire François Cusset. C'est vrai que c'est dommage, Euh, c'est louable d'inviter quelqu'un avec qui tu peux ouais, potentiellement être en désaccord. Et puis, ouais. Ouais, c'est pas la seule fois que je l'ai fait. Alors, je vais pas dire que je l'ai systématiquement regretté, mais souvent, soit les gens répondent pas, soit bon, j'ai eu des mauvaises expériences par la suite, quoi. Des gens qui viennent Mm. sur le podcast, tout se passe très bien, et par la suite, ils commencent à soutenir des gens qui sont extrêmement agressifs à notre rencontre. Bon. Mais ceci dit, je suis sûr que, enfin, je le sais même, il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord sur plein de choses qui sont venus, et ça s'est très bien passé pendant et par la suite, ou au moins, peut-être que ils, ils sont pas fans, mais en tout cas, ils sont pas venus
encourager, voire Faut, pratiquer les crasses. faut dire, on te prête beaucoup d'intention aussi, hein, quand je vois ton nom Hmm. cité ici ou là sur Facebook ou Mhm. Twitter. Ouais, oui. Généralement, en assez mauvais termes, enfin, ça dépend de qui ça vient, mais Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ben, je sais. Ouais. Bon, enfin, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. Ouais. pas dans le microcosme dont je parle. Oui, 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 Des noms oui, oui, oui. forcément arrivent. Hmm. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas faire tous les détails hein, de cette histoire parce que tu sais, elle le fait beaucoup mieux que moi et j'en ai donné un petit aperçu. Mm, Certaines revues para-académiques, le rôle de la revue Sémiotext, Silver Lotringa, un usage, justement un usage quoi, d'un corpus qui n'était pas, qui n'avait pas une cohérence évidente, mais qui a été justement traité comme vraiment un tout par par des Américains. Euh, et, euh, et donc une mobilisation à des fins militantes, avec effectivement souvent des luttes plutôt de nature, on pourrait dire, identitaire, même si bon, le terme, en tout cas, venant de moi, un peu péjoratif, alors que mm. initialement, c'était pas forcément le cas. Euh, mais voilà, cette mobilisation-là. Et puis une mobilisation, voilà, un peu je dirais, dans un premier temps, je vais employer une métaphore très violente, mais on pourrait dire qu'initialement, il y avait peut-être un esprit un peu de guérilla, c'est-à-dire qu'il y avait cette utilisation vraiment de façon de penser et d'écrire très insaisissable, euh, voilà, de choses difficiles à comprendre, à saisir, euh, qui, qui servaient plutôt peut-être je dirais, à stimuler les passions, à, souvent, ça a été utilisé, enfin, le langage abstru, notamment, c'est un peu une marque de reconnaissance. On se citait les uns les autres avec beaucoup d'approbation et Mhm. d'énergie. Euh, mais à part, je veux dire, c'était très autoréférentiel et puis c'était toujours un peu difficile de savoir ce dont il était question, en fait. Euh, mais quand même, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire par la suite, les choses ont quand même évolué. Et comme l'ont dit d'autres personnes que moi, euh, le postmodernisme est devenu plus appliqué, beaucoup plus clair en Mm. fait. Une sorte de jeu de langage insaisissable dans une certaine mesure. On est devenu une sorte de suite de credo. Euh, les sociétés occidentales sont sexistes, elles sont racistes, elles sont homophobes, elles sont transphobes. Ça s'articule ainsi. Ces modes d'oppression se retrouvent dans tous les rouages, etc. Et donc, c'est devenu extrêmement clair, en fait, ce qui est entendu désormais. Il y a quand même eu Oui, une bien sûr, ouais. transformation. Ça, c'est surtout depuis... en tout cas, je pense que ça s'est fait sans qu'on s'en rende trop compte, entre guillemets, précédemment, mais c'est vraiment apparu à la surface de manière inévitable. Enfin, on ne pouvait plus ne pas le voir à partir de 2015, 2016. En tout cas, pour moi, quoi. Et enfin, dans Ouais, l'espace ce que anglophone. tu veux dire, c'est que depuis toute la phylogénie dont on parle depuis tout à l'heure, des idées, Mhm. elles se sont progressivement affinées et le côté langage obscur est finalement devenu assez clair, quoi. Ouais, 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 Mm. ouais. Même si, bon, quand on commence à contre-argumenter, souvent, il y a un peu Oui, sorte de ça, retrait vers des je suis choses qui d'accord. deviennent, du coup, plus difficiles à saisir. Mm. Mais, typiquement, quand ces gens-là sont entre eux, ou qui s'expriment vraiment tranquilles, bah, c'est très clair, hein, ce qu'ils disent, quoi. Mm, mm, mm. Euh, Oui, mais il y en a qui sont maîtres dans l'art du discours postmoderne, justement. Je pense que savoir avancer des choses, reculer, mais pour mieux placer ces discours clair-obscur, là, effectivement. ouais. C'est marrant, j'avais jamais pensé ça comme ça avant. Hmm. Mais je partage ton idée. Ouais, il y a un texte, d'ailleurs, à l'occasion, après avoir lu ce texte,
j'ai tenu à l'inviter. Il est venu sur le podcast, Oliver Traldi. Je crois que c'était dans Areo Magazine. Si je traduis le titre du texte en français, c'était le postmodernisme ne se contente plus de jouer. Voilà. C'est un peu Alors peut-on difficile à encore l'appeler traduire, du mais postmodernisme? Lindsay et Pluckrose l'ont appelé postmodernisme appliqué, D'accord. Ouais. voire même Dans leur livre, là, réifié. Imposture Ouais, intellectuelle, je ne l'ai pas encore ouais, lu, ouais, le j'ai commencé. triomphe, ouais, voire même Ok. réifié. Euh, D'accord. hmm. Donc Est-ce que ce c'est serait pas là que vraiment. finalement se situe le wokisme? Ah ben Je si. ne sais pas. Mm. Ah, moi je suis certain là pour le coup. Enfin, avec toutes les pincettes qu'il faut mettre autour du terme Et ça, wokisme qui c'est moi amusant me. parce que sans citer de nom, parce que c'est assez vague, Hmm. mais en fait, j'ai plein de contacts, Twitter, Facebook, en fait, qui utilisent wokisme toujours avec les guillemets, donc Hmm. pour souligner le fait que ce mot est problématique ou j'en sais rien. Hmm. Alors, dans votre travers, mais en fait, ils l'utilisent tout le temps. Mhm. Du coup, je me Ouais, demande au bout de quel moment, à partir de quel ouais. moment, finalement, il réfère à quelque chose, parce qu'il l'utilise quand même malgré le fait de mettre des guillemets, quoi. Je pense même À qu'on partir pourrait de me quel... faire le reproche. Peut-être, je sais pas du tout dont toi je parlais en l'occurrence, Non, 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 mais sincèrement, hein, mais parce beaucoup que font vu ça que. et je me dis, oui, bon, bah, au Hmm. final, qu'est-ce que ça change finalement de mettre le guillemet ou pas mettre le guillemet, Ouais, ouais. puisque finalement, quand lui, il le parle, on sait bien de quoi il parle. Donc, Hmm. On pourrait même me faire ce reproche. Euh, ouais, mais tu sais, il y a quelques années, c'était surtout social justice. Et puis, Et c'est ouais. le truc, c'est que, bon, quel que soit le terme qui sera utilisé, euh, les gens ne seront pas contents. Et Mais de toute façon, même rien que pour le mot postmodernisme, en fait, j'en ai déjà vu aussi, ouais. qui réfutait l'idée même du postmodernisme donc, Mhm. parmi nos Ouais, ouais, détracteurs. ouais. Il faisait déjà ce genre de discours pour le mot-là. Donc, Mhm. Ah oui, c'est pas étonnant complètement. qu'après, tous les avatars des mots qui vont leur Mhm. déplaire, ils peuvent tout simplement le nier ou ne pas l'utiliser, Mhm. quoi. Mais... Mhm. Mhm. Si là on prend un peu une tangente, mais si tu les lis, ce qu'ils disent eux, c'est que ils sont des militants des droits des minorités. Hmm. Et de la justice sociale, etc., etc. Hmm. Ouais, mais ça un peu moins désormais. Enfin, en tout Hmm. cas, surtout les gens qui défendent ça depuis la France. Tu vois. Mhm. Hmm. Voilà. Et ça a été aussi contesté. Enfin, en tout cas, la continuité entre, par exemple, les droits civiques aux États-Unis et puis ces militances contemporaines a été contestée pardon, justement par Black Rose aussi et Lindsay, euh, dans aussi Ario Magazine. Euh, Euh, Juste pour la digression, c'est marrant parce que on parle souvent de Pleucros et Lincel avec leur livre. C'est pas Imposition intellectuelle, mais c'est, je sais plus le nom là. ouais, le triomphe des impostures intellectuelles. Le C'est comme ça que triomphe, c'était voilà, le traduit en triomphe. français. C'est ça, oui. Ben, j'en ai vu sur Twitter balayer d'un revers de main ce qu'ils ont pu dire dedans. Non, mais Hum, on a déjà répondu sur eux. Il n'y a rien à hum, dire. Tout est mauvais dans leur livre, quoi. Bon. hum, Ça contraste avec ce que tu dis toi, que tu trouves que c'est un livre plutôt érudit. Moi, j'ai commencé hum, à le lire, il me plaît bien. Après, j'ai pas ouais. d'autre avis. Ouais. Ben, pour moi, en fait, c'est le livre de référence sur la question. Je vais être Mhm. très, très prétentieux en disant que c'est le livre que j'aurais aimé pouvoir écrire. Pouvoir écrire. Euh, J'aurais aimé avoir le temps de l'écrire. Dès 2015-2016, j'avais pensé essayer d'écrire un truc un peu comme ça. Mhm. Sauf que j'avais cette intuition forte de cette filiation intellectuelle qui commençait à se À se confirmer dessiner. avec ce que je lisais. Ceci dit, j'avais encore énormément de travail à faire et de lire vraiment plus de sources primaires. Mais bon, j'ai jamais eu le temps de faire un travail aussi, Colossal, ouais. d'aussi grande envergure. Mais je pense que pour moi, c'est le livre de référence sur cette question-là. Et vraiment, là, il retrace plusieurs générations depuis des années 60, Mhm. 70 jusqu'à l'heure actuelle, depuis la France jusqu'aux États-Unis. Et depuis les États-Unis, au début, bon, il y avait, voilà, encore une fois, hein, les trucs plutôt abstrus, et puis c'est devenu beaucoup plus ouvertement
militant. Mhm. Et nonobstant, je pense que c'est bien de le mentionner quand même, nonobstant vraiment la perte de contrôle, le délire complet enfin, dans lequel est tombé James Lindsay depuis. Mhm. Parce que aussi érudit et je pense fin et juste, qui est ce qui est l'histoire qu'il retrace dans le livre, euh, je pense qu'il a laissé un intérêt se muer en obsession, puis je dirais, en paranoïa, et il a Mhm. vraiment perdu le contrôle. Et voilà, enfin, il raconte plus que des conneries depuis moi, je suis plus un an et demi peut-être, quoi. Malheureusement, c'est triste à voir, mais ouais. Euh, bon, à mon avis, ça remet pas spécifiquement en Puis cause. après, c'était évident que si, dans la manière dont il est tourné, que maintenant il soit utilisé comme oui, mais lui, non, stop, il est anti-vax, ou Mhm. je sais plus dans quel travers il Oui, est entre tourné, mais autres c'est choses, normal hein. qu'il allait être discrédité avec ça. Bon, bah. Ouais, ouais. Entre autres choses. Ceci dit, bon, déjà avant, ces gens-là étaient discrédités. Tu sais, il ne fait que maintenant correspondre à ce qui était. C'est-à-dire que à partir du moment où tu critiques, tu dis, OK, moi, j'ai lu les trucs de gender studies, de cultural studies, de ces trucs-là, et je trouve que les arguments sont pas très bons, il y a des simplismes, il y a des interprétations erronées ou excessives, on ignore les sources, on ignore les connaissances, etc. Si tu dis ça, tu es déjà réac d'extrême droite. Ça y est, j'ai dit. Après, ouais, Lindsay est vraiment devenu ça, il faut être clair. Il est vraiment devenu, il est pire que ça, enfin pire que ça dans la mesure où il est en plus complotiste et tout ce qu'on voudra, enfin c'est triste à voir, quoi. Mais, euh, mais on avait déjà dit la même chose à Plug Close, on avait dit la même chose à Sokal. Brickmont aussi, hein, a été, enfin, il reste un peu comme Lindsay dans une certaine mesure. Enfin, c'est aussi pas Il mal est, il est assez conclu clivant sur ouais, certains sujets. dans des milieux qui donnent pas envie, quoi. Mais Très actif ceci en ce moment, dit, en plus, avec l'Ukraine, là. ah oui, d'accord, ouais, ouais, ok, Il est très actif, ouais, ouais. ok, je préfère pas aller voir ça. Mais, mais No comment. ouais, mais ceci dit. Moi, je trouve que ça contamine pas tellement ce qu'il a écrit avec Sokal dans la posture intellectuelle. Enfin, franchement, Ouais, c'est parce que encore une fois, tu fais la séparation de l'argument et de la personne qui l'émet, quoi. Mais ça fait les ouais, personnes qu'on peut dire postmodernes, j'en sais rien, précisément ne font pas cette distinction-là. ouais. À ce moment-là, tu peux écarter d'un revers du coude tout. D'ailleurs, c'est ce qui est fait par pas mal de gens qui seraient ouais, qui seraient considérés dans ce débat-là par eux-mêmes ou par leurs adversaires comme des conservateurs ou des réactionnaires. Hmm. C'est ce qui est parfois fait par facilité, c'est tout aussi bête. C'est dire, OK, Foucault, il a été enthousiaste de la Ah, révolution ils sont iranienne, des iraniennes, ouais. ayatollahs et tout. Donc, OK, on évacue tout ce qu'il a pu dire. Bon, bah, c'est un peu quand même rapide. Euh, Même si on peut le prendre, il faut le prendre comme élément, hein. Mais je veux Hmm, dire, hmm, est-ce que ça a impacté telle ou telle partie de son œuvre? Il faut aller voir, il faut juger comme hmm, d'habitude sur pièce, comme on dit, quoi. hmm. Ça demande beaucoup plus de boulot que de simplement rester dans une guerre des camps Évidemment. qui fait beaucoup plus de likes et de follows sur Twitter. C'est ce que j'essaye en ce moment, d'aller lire un petit peu des Hum, concurrents intellectuels, si on peut les par là. C'est pas forcément hum. facile, mais c'est Non, non, salutaire parfois. Et puis, ça permet de complètement. sortir du chemin tout tracé vers lequel sur ce que j'aime bien lire, quoi. Hum, hum. Ouais. Un autre point intéressant, très intéressant, c'est que François Cusset, donc je ne sais pas quand il a publié, enfin quand il a défendu pardon, sa thèse, mais comme je l'ai dit, sa thèse de doctorat, c'est un peu la base de ce livre-là. 2003, c'est la première édition du livre, 2005, la seconde, et Mm. dans l'après-propos à la seconde édition, Cusset dit, entre-temps, j'ai déjà vu des évolutions positives, parce que lui,
comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, se plaignent et se sont plaints qu'en France, d'après eux, les gens sont réfractaires à ces éclairages-là, du postmodernisme, des cultural studies, Mhm. etc. Euh, bon, enfin, je pense enfin, je suis sûr de voir dans une certaine mesure ce qu'ils veulent dire, mais, euh, mais ceci dit, ils ne se rendent pas compte de la diversité et de l'intensité quand même pardon, des Mais qui réponses vise-t-il? intellectuelles. Il vise les intellectuels, entre guillemets, tu veux dire qu'on Oui, dit ça? ils visent les D'accord. intellectuels, les Ok. universitaires, qui d'après eux sont un peu arc-boutés sur leur vieux schéma. Hmm. D'ailleurs, ça s'est vu un peu aussi avec Noiriel récemment, tu sais, le bouquin, je me Sexe rappelle et plus comment il genre, non, s'appelle. ou sexe et race, Ouais, c'est ça, je me non? rappelle plus du tout du titre. Je me Je crois que rappelle c'est. plus du tout le titre. Euh, mais en tout cas, Gérard Noiriel et il y en avait un autre peut-être? Beau? C'était Beau Oui, et c'était. Noiriel? Ouais, je crois que c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et ben, c'est un peu toujours ça. Alors, Ils ont été pris un peu. C'est marrant parce que bah, dans le livre dont j'ai lu récemment, elle attaque un petit peu. C'est comment. Gérard Noiriel, c'est ça. ouais, ouais. Elle les attaque en disant qu'ils sont un peu bah, conservateurs ou Mm. qui restent concentrés sur les classes et pas sur la race Mm. et le sexe. Ouais, ouais. Mais moi, enfin, je pense que ça s'entend, même en n'essayant pas d'être ultra sympa avec les sympathisants on va dire, de ces grilles un peu de lecture identitaire. Je pense qu'ils ont raison dans une certaine mesure, c'est que en France, il y a quand même tout de suite des levées de boucliers euh, si tu avances des grilles de lecture, tout simplement si tu dis je prends en compte le sexe, la race, entre guillemets. Bon, ça s'explique hein, enfin ça se justifie dans une certaine mesure, Mhm. mais effectivement, enfin ça surprendra pas trop, mais moi ma position c'est que dans la mesure où on fait simplement on fait des analyses factuelles des phénomènes humains, bah, qu'on prenne en compte telle ou telle variable, ok. Et d'ailleurs, Oui, c'est absolument. quand ils ont la tête froide, en général, c'est ce que les défenseurs de l'intersectionnalité avancent. On fait ça, on prend en compte d'autres variables, on les croise, Mhm. etc. Mais après, souvent, dans le sillage de ça, il y a, et du coup, ok, l'intersectionnalité, c'est la pensée, comment émancipatrice, les savoirs critiques, Ouais, et puis ils disent en fait que ces nouvelles catégories justifient que politiquement, il faut les utiliser aussi. ouais. Aussi, ouais, 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 ouais. Et le truc, c'est Ça, je l'ai vu noir que, sur blanc. Donc. hmm, comment? Mais ça, à la limite, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je m'en fous. Le moi du podcast, on s'en fout complètement. Euh, politiquement, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mes oignons. Mais un truc qu'il faut pas oublier là-dedans, en plus, c'est que, ok, moi, je suis complètement d'accord avec eux dans la mesure où c'est bien de prendre en compte davantage de variables. Regardez les origines pardon, ethniques ou les appartenances ethniques perçues, parce que c'est souvent ça qui fait la Mhm. différence. La religion, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Tout ça, ça peut être des sources de discrimination, etc. Mais le truc, c'est que à chaque fois, pour chaque variable, eux ont la même explication, c'est-à-dire que c'est tout en termes de domination, d'oppression, c'est tout extrêmement enfin, à chaque fois, c'est binaire, dichotomique, manichéen. Il n'y a pas vraiment de beaucoup de place pour la complexité et la nuance, quoi. Et c'est ça, en fait. C'est que, ok, tu peux rajouter plein de variables, mais si à chaque fois tu les analyses n'importe comment, ou tu les Non, mobilises n'importe comment, en fait, ils vont te dire ben, d'un côté qu'ils utilisent ces variables pour justement complexifier et apporter des ouais. nuances dans l'explication. Mais d'un Mhm. côté, c'est vrai qu'en fait, c'est systématiquement utilisé pour voir quel outil de domination ça peut être. C'est presque une domination ontologique Mhm. qu'il y a derrière, en fait, quoi. C'est une Ouais, ouais. vision en termes de domination. Mhm. Sans parler de la coopération, d'ailleurs. J'ai pas vu le mot une seule fois dans le livre. Et ouais. Ouais, ouais. Alors que la coopération, s'il en est, un, Mhm. est important pour l'homme. Donc, je vois pas Mhm. comment on peut expliquer entièrement la domination sans passer par aussi la coopération.
Bon, j'en parle à chaque fois pratiquement, mais ça fait penser aux réactions au bouquin de Pinker, quoi. C'est-à-dire que dès que tu parles de trucs qui vont à peu près bien ou de phénomènes un peu cool, bah, tout de suite, tu te fais tomber dessus parce que, en fait, il faut dire que tout va mal. Euh, Oui, évidemment. hmm, ouais. Et donc, oui, pour revenir à ce que je disais, QC voit, en tout cas, d'après lui, et j'aurais du mal à lui donner tort, même si, enfin, c'est a posteriori que je peux lui donner raison. Mm. Déjà, entre 2003 et 2005, il voit des évolutions positives, c'est-à-dire davantage d'attention prêtée à cette manière de faire dans le cadre universitaire. On s'intéresse plus aux variables identitaires au-delà de la classe. Euh, et voilà, donc il est plutôt content en 2005 par rapport à quelques années auparavant. Mm. D'accord. Et est-ce que la version elle est enrichie de son livre? Ou Alors, le c'est simplement corps une du réédition? texte, je ne saurais pas te dire. C'est-à-dire Non, qu'il y a, c'est il y pas a une... indiqué, ouais. je me rappelle plus. Il y a une, voilà, il y a une postface, enfin, je ne sais pas comment il appelle ça, mais il y a cette... ouais, c'est une postface, en fait, à l'édition de 2005. Ouais, mais voilà, enfin, le corps du texte, je ne sais pas dans quelle mesure il a été Mhm. retravaillé entre-temps. Euh, ouais. En tout cas, voilà, je recommande vraiment la Alors, lecture de cet quelles ouvrage. auraient été selon toi, quelle est selon toi la plus-value qu'apporte le livre et qu'est-ce qui aurait Hmm, été plus critiquable dedans, disons, hmm, lequel t'es moins d'accord? ouais, ouais. Ben, la plus-value, je pense, que c'est quand même une étude détaillée de ce Mm. moment de la vie intellectuelle américaine, avec, ouais, il donne les détails, il dit comment ça s'est fait, comment l'importation s'est produite, quels ont été quel était le contexte, quelles étaient les motivations, et éventuellement les impératifs de carrière, les motivations politiques, les simples passions intellectuelles passagères. Mhm. Euh, il donne, voilà, il donne une série enfin, une série, il donne, parmi un certain nombre d'intellectuels américains qui se sont beaucoup appuyés sur les post-structuralistes français, il en donne six en particulier. Il y a Judith Butler, Gayatri Spivak, comme on en a déjà parlé, Stanley Fish, Edward Said, qui n'est pas américain, mais il travaille aux États-Unis aussi, donc. Mhm. Richard Rorty, Frederick Jameson. Ils sont tous assez connus d'ailleurs. Butler, les études de genre n'existeraient pas sans elle, je peux dire. Spivak, traductrice de Derrida, quand même cofondatrice, si on peut dire, des études postcoloniales. Stanley Fish aussi, ponte de la déconstruction. Edward Said, qui a écrit le bouquin Orientalisme. Oui, il Euh, en a ouais. Richard Rorty, qui était un rare philosophe plutôt qui provenait de la tradition analytique, mais qui s'est Mhm. passionné pour Derrida et les autres. Et Frederick Jameson, qui était plutôt, lui, marxiste, un peu plus que les autres, mais qui s'est aussi pas mal intéressé à tout ça. Et donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Après, voilà, QC passe pas mal de temps à allumer, d'après lui, enfin, à ses yeux, en tout cas, il les allume, les réactions, justement, qu'il voit comme venant de la droite, enfin, parfois à tort, parfois à raison, hein, à ces évolutions intellectuelles-là. Et Donc là, le tableau qui peint mhm. de l'histoire des idées-là te semble pertinent, quoi. Ah oui, oui, vraiment, ouais. Je pense que c'est un bon livre pour les gens qui Mhm. s'intéressent à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que moi, je le trouve très Euh, détaillé. J'ai lu que 60 pages, mais j'ai même trouvé ça difficile à ouais, lire tellement c'était détaillé. Et il m'est arrivé ouais, deux, trois ouais. fois de décrocher en lisant. Mm, Mais effectivement, ça a l'air assez érudit. Ouais. Du coup, bah ouais, j'ai à peu près cerné mhm, l'histoire qu'il veut écrire. Mais alors, c'est quoi les reproches que tu lui ferais mhm. Bah, c'est un peu le reproche habituel, c'est-à-dire que on,
je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de le faire dans un texte qui répondait à un Rogue SR sur le wokisme, mais on en a aussi beaucoup parlé avec Isabelle Barberis, pardon. Mais cette tendance à assimiler tous les critiques du postmodernisme, pour faire court, à des gens qui sont de droite, Ouais. vraiment, soit sans le savoir eux-mêmes, bah voilà, c'est pénible, quoi. Ouais. Et En fait, puis, il à la limite, nuance. c'est même pas un argument, quoi. Ouais, en fait, il doit nuancer, être très pointilleux quand il explique l'histoire de ces idées-là. Et puis, à ses opposants, il lui enlève toutes ces nuances. Oui, enfin, toutes ces nuances, ce serait un peu exagéré, mais disons qu'il y a cette tendance. QC est plus fin que la grande majorité des Hmm. gens qui seraient plutôt d'accord avec lui, mais quand même, voilà, il y a cette tendance-là. C'est que, in fine, si tu es contre le postmodernisme, c'est quand même que tu es un peu réac d'une manière ou d'une autre. Ceci dit, c'est peut-être une bonne transition vers justement quelque chose de plus contemporain parce que, euh, en fait, en ce moment, il y a quand même un truc aux États-Unis, tu sais, il y a les, depuis que tout ça est revenu sur le devant de la scène, enfin pas depuis que, mais maintenant que tout ça est revenu sur le devant de la scène, il y a un certain nombre de gens qui pensent que ce qu'il faut faire, c'est contrôler à mort ce qui s'enseigne dans les écoles, euh, Hmm. interdire des bouquins, faire donner aux parents le pouvoir de mettre un veto sur n'importe quel bouquin qui serait dans une bibliothèque scolaire. Il suffit d'un parent qui dise je veux pas que ce bouquin-là il soit De, dans la... de quel bouquin tu parles Mais ça peut être exactement? n'importe quoi. Si un parent dit Hmm. moi je veux pas que ce bouquin-là il soit, il y a tout un en fait c'est tout un effort législatif qui a cours dans certains États des États-Unis, les États plutôt sous le contrôle des républicains, évidemment. Et là, il y a pas mal de législateurs qui veulent faire interdire l'enseignement de la critical race theory Hmm. ou alors qui veulent interdire certains livres parce que d'après eux, il faut en fait arrêter les Ouais. frais et il faut d'urgence protéger les enfants contre... Ce qui contrevient au principe de liberté académique également. hum, C'est vrai bah oui, 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 oui. que- Après, il y a une subtilité dans la mesure où effectivement, la liberté académique, ok, c'est très clair ce que c'est pour le niveau de l'enseignement supérieur. Après, dans le niveau primaire, secondaire, Oui. il y a les programmes, etc. Mais ceci dit, je pense que quand même, quand on dit, ok, on va rendre possible vraiment l'interdiction de n'importe quel bouquin dans une bibliothèque scolaire, là, c'est pas faire étudier quelque chose en classe, hein, c'est vraiment dans une Hmm. bibliothèque scolaire, on va faire interdire un livre parce qu'un parent a dit qu'il voulait pas qu'il y soit. Et puis, on veut pas que c'est marrant parce que les législateurs ont utilisé en fait un langage tout à fait identique à ceux des militants justement identitaires de gauche, le langage des sensibilités blessées, en disant on veut pas que l'enseignement de l'histoire fasse en sorte, enfin, cause un malaise chez les enfants, etc. Par exemple, quand il sera question de l'esclavage ou de la Hmm. ségrégation, etc. Et donc, comme ça, il y a une amputation du corpus qui peut avoir lieu. Je vois pas bien le lien avec le livre de QC. Mais je pense que c'est, pardon, oui, c'est Non, non, un non, je dis ça comme avatar. ça, je réfléchissais, mais Non, non, mais t'as raison. J'ai vraiment fait un saut. C'est un avatar vraiment là pour le coup, un ensemble d'initiatives de droite, là, je pense qu'on peut le dire, hmm. qui sont contre les dérivatifs du postmodernisme, il faut le dire, et qui prétendent régir par la loi les problèmes qui sont considérés comme causés par cela. Bon, il faut savoir, c'est pas une excuse hein, que je donne, mais c'est des éléments de contexte que plus récemment, ces manières de penser, notamment grâce à leur succès dans les universités, enfin les départements d'éducation, enfin, c'était propagé depuis le supérieur jusque quasiment, c'est même pas quasiment, jusqu'au maternel, quoi. Jusqu'au niveau maternel, Hmm. je dis pas que c'est
je sais pas que ça se faisait comme ça partout, mais tu avais souvent en fait des écoles super, des écoles privées Hmm. pour les riches, où tu avais des gosses qui sont comme ça, un jour, leur institut leur dit, ben, OK, séparez, mettez-vous ensemble par groupe ethnique. Et puis maintenant, on va parler du privilège blanc, etc. Et puis, D'accord. Enfin, en maternelle, ça me semble difficile de le faire quand même, mais hmm, c'était un exemple. Voilà, ça, c'est un peu ouais, bien le sûr. Ouais. genre d'exemple qui peut causer des réactions Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est autoritaires, en quoi. France. Bon, en France, on n'a pas de contrôle sur nos bibliothèques dans nos classes en maternelle. Ouais. Bah, Je sais. normalement, aux États-Unis non plus, encore moins à la limite, mais bon, et après, tu as des lois, alors elles peuvent être anticonstitutionnelles, mais il y a Hmm. pour l'enseignement supérieur, il y a des associations qui s'occupent de ça. Au niveau primaire, secondaire, je sais pas, tout ça est encore très frais et préoccupant et on peut prononcer le mot de McCarthyisme à propos parce que c'est quand même assez intense. Mais de toute façon, cette tentation de vouloir interdire des recherches ou des livres, elle peut Hmm. venir des deux bords politiques, entre guillemets. Hein. Ah oui, 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 oui. Enfin, je vois bien la droite vouloir interdire, aller sur, je sais pas, sur la théorie critique de la race, vouloir interdire si, puis la gauche faire de même sous prétexte que ce soit des livres réactionnaires ou j'en sais rien. Hmm, Ça a hmm. l'air d'être une Ah oui, oui, tentation récurrente à l'heure actuelle complètement. que de vouloir en fait lui faire du cancelling en fait quoi. Ah oui, totalement. Mais L'heure disons que n'est pas ça, l'heure n'est pas à la pluralité. aïe, non, ça a tendance à s'incarner de manière différente. C'est que là où les gens sont en position de force, ils ont tendance à en abuser. Les outils politiques sont utilisés notamment par le Parti républicain aux États-Unis, là, parce en fait, ils en ont le contrôle, Hmm. au moins dans un certain nombre d'États. Et puis, oui, dans le monde académique, c'est un peu plus complexe, quoi, parce que c'est pas forcément une censure qui vient du dessus, même si ça arrive souvent. Ouais. Bref, mais on va pas se lancer là-dedans. Donc, je prétends pas que non, que la censure ne vient que de là. Bien au contraire, les gens qui connaissent pas En tout. fait, je trouve que c'est une tentation Mm. qui arrive vite dès que tu as des idées, dès que tu es sûr de ce que tu penses, Ouais. ou que des personnes évitent de se remettre en question. L'autre jour, Euh, simple exemple, j'ai publié sur mon mur Facebook ta vidéo avec Isabelle Barberis. Et, mhm, euh, et en fait, on m'a invectivé sur mon mur en me disant que cette dame racontait n'importe quoi mhm, et que moi, j'étais censé diffuser que des personnes qui étaient raisonnables et que du coup, je ne surveillais jamais ce que je mettais sur mon mur. Quoi. Et du coup, bah, j'ai répondu gentiment que déjà, je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle mettait, mais que en soi, c'est pas grave forcément. Et puis que bah, de toute façon, oui. les idées, c'est les idées. Quoi. Je sais pas, c'est comme si ça. Comme si les gens se confondaient avec leurs idées et que du coup, tu les attaquais personnellement. Quoi. Du coup, j'ai dit en Ah exemple oui. après que en fait, j'avais mis plein d'extraits pour l'intersectionnalité, qui par bien des aspects m'a déplu, mais j'ai quand même publié des extraits. C'était pas pour autant que j'allais m'en Mhm. passer. Quoi. Eh oui. C'est pas, voilà, Ah certains. oui, oui, c'est une tendance humaine qui n'est propre à aucune faction politique, malheureusement. Mm, Ce serait mieux que ce soit mm, circonscrit. Ça ne l'est pas. D'ailleurs, en fait, savoir ne pas s'identifier à ses idées, mm. c'est important, mais c'est pas donné à tout le monde. Enfin, on en est tous capables, mais à plus ou moins forte mesure. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est à pas très forte mesure. Ouais, puis je Euh, pense qu'on a des périodes aussi. Peut-être qu'à certains moments, j'ai été comme ça aussi ouais. également. Puis après, on se rend compte de l'étendue de ce qu'on connaît pas, et puis on devient plus humble, et puis on accepte un Mhm. peu plus de se bousculer. Mais Euh, je crois que c'est des choses, c'est quand même des événements assez minoritaires, malheureusement. mm, Et c'est quand même dû en partie importante à la nature humaine. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux, malheureusement. On peut faire un peu non, mieux c'est vrai. Ouais. à l'échelle collective, mais ok. Voilà, ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. Enfin, Ouais, voilà, comme je l'ai dit, c'est un aperçu hein, du livre.
en parler plus en détail aurait nécessité 10 heures. Je recommande la lecture. C'est beaucoup plus que de la France Orange Mécanique, par exemple. Oui. Je pense que c'est du temps mieux passé. Et puis, ouais, même si j'ai plein de désaccords avec François Cluzet, j'ai beaucoup appris sur quelque chose qui vraiment m'intéressait, Mm, me fascinait, continue de me fasciner pour ainsi dire, parce que c'est un phénomène intéressant qui a des répercussions, à mon avis, assez fortes à l'heure actuelle sur le champ mm. intellectuel, que moi j'ai tendance à regretter pour la plupart d'entre elles, et effectivement qui souvent quand même mobilise des acteurs auxquels j'ai du mal enfin pas auxquels j'ai du mal à m'identifier, enfin pas seulement, mais en plus c'est vraiment beaucoup de façons de penser qui sont impliquées là-dedans, qui moi m'intéressent d'autant plus que voilà, j'ai du mal Mm, mm. à me connecter avec elle, quoi. Bah, surtout que le livre de François Cusset, tel que tu le décris, il semble très modéré par rapport à leurs épigones Hmm. modernes qui Ouais, vont. Bon, en tout cas, il a l'air, comment on appelle ça, sourcé, justifié par bien des ouais. aspects, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je Hmm. retiens de ce que tu as dit, c'est que c'est un livre intéressant qui retrace bien l'histoire, malgré une petite Hmm. coloration avec laquelle on est peut-être pas forcément d'accord, mais C'est ça, il a le voilà. mérite d'être là et puis de retracer tout ça, quoi. Ouais, complètement. Non, c'est bien résumé. Très bien. Bon, on s'arrête là. Merci, Valentin, Ouais, très bien. de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.